Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à ce premier épisode de TVC l'été. Cette semaine à l'émission, on s'est entretenu avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui nous a fait un tour de son bilan parlementaire. Par la suite, on a eu l'occasion de rencontrer l'humoriste Mathieu Dufour, qui nous a accordé une courte entrevue. On s'est aussi entretenu avec Michel Germain pour débattre sur les Canadiens de Montréal en série et on s'est entretenu avec Mélanie Fournier pour parler de yoga. Pour finir, on est allé au parc de la Seigneurie du lac Matapédia. On commence maintenant avec les actualités. Donc, c'est maintenant l'heure des actualités. N'oubliez pas la fête des pères ce dimanche 20 juin. Pour commencer, la COVID. Le Bas-Saint-Laurent passe désormais en zone verte, ce qui est une super bonne nouvelle, à partir du 21 juin. Pour les rassemblements dans les domiciles privés et les unités d'hébergement touristique à l'intérieur, à l'extérieur ou sur les balcons, un maximum de 10 personnes provenant de 3 adresses différentes ou les occupants de 3 résidences peuvent se rencontrer désormais. La distanciation physique et le port du masque sont fortement recommandés par contre. Les funérailles sont limitées à un maximum de 50 personnes, excluant les travailleurs de l'entreprise funéraire. Le port du masque est obligatoire. Pour les lieux de culte, un maximum de 250 personnes, le port du couvre-visage est aussi obligatoire, mais peut être retiré une fois assis. Pour les restaurants, un maximum de 10 personnes par table ou encore les occupants de 3 résidences. Même chose pour les bars. Par contre, il n'y a pas de danse ni de chant, puis la fermeture est à 2 heures du matin. Pour ce qui est de la vente d'alcool, celle-ci cesse à minuit. Par la suite, on poursuit avec les cinémas. Ils ont désormais une capacité de 250 personnes. Le port du couvre-visage est obligatoire, mais peut aussi être retiré lorsque la personne est assise en silence. Les salles de spectacle sont désormais ouvertes. Elles peuvent accueillir 250 personnes ou 2500, tout dépendant de la grandeur de la salle, si la distanciation peut être possible. Le port du couvre-visage est obligatoire, mais peut être retiré une fois assis. Dès le 25 juin, les festivals et autres événements pourront recommencer à l'extérieur. Loisirs et sports à l'extérieur sont permis dans les lieux publics. Des groupes de 50 personnes peuvent se rassembler pour des parties, des ligues, des compétitions et même des tournois. Un maximum de 50 spectateurs sont possibles sur chacun des plateaux. À l'intérieur, il est possible d'être 25 et même chose pour les plateaux, seulement 25 spectateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du gouvernement du Québec. On passe maintenant à la politique. Le CIS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement de sa politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Le CIS entend aussi favoriser la bientraitance qui vise le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. 3,5 millions de dollars ont été donnés pour 3 projets récréatifs dans la vallée de la Matapédia. Les municipalités de Val-Brillant et de Amqui vont bénéficier de nouvelles installations. Après des années de démarches, le Centre d'études matapédien, le CEMEC, peut enfin avoir un gymnase. Pour la suite, près de 1,1 million de dollars seront investis dans les infrastructures du carrefour sportif à Amqui. Le terrain de balle, le skatepark et les terrains de tennis se feront refaire une beauté, puis il y aura même un nouveau terrain de basketball qui sera aménagé. Pour la ville de Val-Brillant, pour sa part, elle recevra un montant de 220 000 $ pour l'amélioration des installations du parc municipal. Loisirs et culturels, à partir du 19 juin au centre nautique Le Saumonois, au lac au saumon, il sera possible de louer des embarcations nautiques telles que des planches à pagaie, des canots, des kayaks et même des pédalos. La nouvelle programmation de diffusion Mordicus est sortie. Il sera possible de voir Philippe Bond, Laurent Jalbert, Caïn et bien d'autres. Vous pouvez même désormais vous procurer vos billets pour la tournée de Star Academy. Pour voir la programmation complète et vous procurer vos billets, vous avez juste à vous rendre au diffusionmordicus.ca. Maintenant, on passe à la Saint-Jean-Baptiste qui annonce le retour à la vie normale puisqu'il va pouvoir avoir des festivités. Voici la programmation pour chacune des municipalités.
Pour cause abscale, jeudi le 24 juin, de 14h à 14h45, il y aura du yoga pour les parents et enfants au parc de la Pointe. Il faut s'inscrire par contre parce qu'il y a une capacité de personnes maximale. De 19h à 21h, des chansonniers comme Sébastien Caron seront sur le site patrimonial de pêche Matamachan à cause abscale. Puis le vendredi 25 juin à 21h30, cinéma plein air québécois avec le film Parents flics au parc de la Pointe de Cause-Abscale. Maintenant, pour Sébec, jeudi le 24 se déroule une autre festivité au parc au tournant de la rivière. À 11h, des musiciens vont commencer à se promener dans les rues pour annoncer le début des festivités. À midi, il y aura un pique-nique familial. À 13h30, Beljade et la chocolaterie seront sur place. Puis à 18h, il y aura un spectacle extérieur avec Danny Wallet et Jacqueline Horte avec un feu, puis d'autres chansonniers. Pour ce qui est de Amqui, 23 juin à 17h, il y aura une descente de la rivière. Il faut réserver, c'est obligatoire. Il y aura des canots, des planches à pagaie disponibles sur place. Le départ est du camping d'Amqui. Pour le 24 juin, il y aura 3 spectacles de disponibles entre 13h30 et 16h. Pour vous, un peu partout dans la ville d'Amqui. Pour commencer, à l'Agora, il y aura le groupe À vous de juger. On salue Christophe en arrière de la caméra. Par la suite, à l'église, on pourra voir Bart Rioux. Puis, chez Desjardins, Claudia Deroy. Ensuite, à 20h, à la salle Jean Cossette, pour le coût de 20 $, le groupe Les Fils du Diable seront en spectacle. Les billets sont disponibles sur diffusionmordicus.ca. Par la suite, à Saint-Moïse, le 23 juin, à partir de 19h, il y aura un défilé de musique dans le village avec DJ et à 21h30, des feux d'artifice. Et finalement, pour Saint-Léon-le-Grand, le 24 juin, les activités commencent à 10h. De 13h à 15h, il y aura des activités de rallye bottine pour les enfants et leurs familles. À 14h, une course de canard dans la rivière. Puis pour voir la programmation complète de toutes les municipalités, vous avez juste à vous rendre sur la page Facebook respective de chacune. On est présentement avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Birvé. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je suis heureux que la session parlementaire soit terminée puis être de retour chez moi dans la Matapédia. Pourrais-tu nous parler un peu du bilan de session du Parlement? Session très intense. Je parlerai de la période de janvier à maintenant, à juin. Session parlementaire, évidemment, marquée par la pandémie. Un grand nombre de demandes des citoyens, beaucoup de questions sur leur santé, sur l'économie, sur leur liberté, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on devrait faire, avec autant de croyances qu'il y a de citoyens face à la pandémie, aux vaccins, face aux mesures sanitaires. Donc ça a pris énormément d'énergie et de temps, mais on a répondu à tout le monde. J'ai voulu maintenir le lien avec tout le monde. Même les gens qui étaient très critiques face à la santé publique, c'était important de maintenir le lien. C'est le bien commun qui m'a guidé. Donc ça, c'est la trame de fond. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi, à la fois comme député de la Matapédia à l'Assemblée nationale, mais aussi comme chef parlementaire du Parti québécois. Et étonnamment, je pense que ce qui résume beaucoup ma dernière session parlementaire, c'est les mots du premier ministre. Oui. Ça m'a étonné parce que le dernier vendredi de la session parlementaire, le 11 juin, il y a toujours des vœux de la fête nationale. Puis là, le premier ministre se lève et salue un député de l'opposition, ce qui est très rare, avec les mots qu'il a dit, qui m'ont fait plaisir en disant que c'est pas parce qu'on a des différends ou des questions qui sont plus critiques venant de ma part qu'il n'y a pas de l'affection et de l'amitié entre nous deux. Ça s'explique qu'il y a 20 ans, j'étais son conseiller politique au ministère de l'Éducation. Il a toujours gardé une excellente relation et ça, c'est bon pour la région. Ça montre qu'il y a un lien direct avec le premier ministre et que ça sert positivement la région. C'est pas parce qu'on est de deux partis différents maintenant que c'est un impact négatif. Au contraire, et c'est la même chose avec tous les ministres du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. On a d'excellentes relations. Plusieurs vont venir dans la région cet été. Je vais les accueillir. Alors, on travaille pour tout le monde, mais des fois, il faut poser des questions qui s'imposent au nom des citoyens. C'est des questions que les gens se posent. Alors, il a résumé ça comme ça, puis il y a toute une série d'annonces qu'on a faites durant la session qu'on pourrait aborder si tu le souhaites. Oui, c'est à votre guise. Donc, quelles sont les annonces principales? Beaucoup de choses. Quand on regarde le bilan de la demi-année, là, beaucoup de choses ont été annoncées. D'abord,
On aura un magnifique gymnase au CEMEC, au centre collégial. Donc, c'est un projet commun avec la ville d'Amqui. Il y avait un appel d'offres, on l'a demandé, on l'a plaidé, puis on l'a obtenu. Donc, ça, c'est fantastique. Nouvelle infrastructure sportive pour les jeunes, pour les familles. On va retaper le carrefour sportif, on va investir dans le parc municipal de Valbriand. On a de l'argent pour la passerelle à Cozapscal pour Matamadja. On investit dans les routes. La courbe en S de Valbriand, un des dossiers les plus complexes que j'ai depuis que je suis député, la Sûrement. Matapédia. C'était même plus dans la programmation routière avec les libéraux. J'ai réussi à le ramener. Les travaux se font présentement. Donc, c'est la sécurité automobile. Un autre enjeu. Et puis, plein de choses. J'ai fait une liste, mais évidemment, je ne vais pas tout nommer, mais les dossiers, ça roule. Ça va dans le sens de la négociation qu'on va. Puis, ah oui, peut-être mon préféré. Je ne devrais pas en avoir un, mais 60 nouvelles places dans une nouvelle installation du CPE, les petits flots à Amqui. Ça, c'est très important pour les jeunes familles, pour l'attractivité de la région, pour les mamans qui veulent retourner plus rapidement sur le marché du travail. Contribution réduite, 8,50 $ par jour. Ça, c'est une annonce que j'ai faite en décembre 2013, quand j'étais ministre du gouvernement Marois et député. Puis là, les libéraux avaient bloqué l'annonce. Là, la CAQ est arrivée, ça a été long. On l'a annoncé. Et je pense qu'on va en annoncer d'autres éventuellement. Donc, ça, c'est fantastique. Puis aujourd'hui, bien, au moment où on se parle, on va inaugurer le garage municipal d'Amqui. Une belle collaboration que j'ai eue avec Gaétan Ruet. Il faut lui rendre hommage, c'est lui qui est derrière ça. Puis on a complété avec l'administration actuelle. Donc, une autre réalisation. Puis je pourrais parler de la caserne d'incendie de la MRC, et puis à Sébec, et combien d'autres. Donc, beaucoup de choses ont été réalisées dans la Matapédia. Et le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand les citoyens ont besoin de nous, à notre bureau, bien, on règle plein de situations au meilleur de notre connaissance en donnant leur juste aux gens. Est-ce que la COVID a nuit à ces réalisations-là, comme pour le laps de temps, ou ça n'a pas été un Je ne croirais problème? pas. Non, parce que les liens avec les ministères se faisaient bien, se faisaient évidemment virtuellement, mais quand j'étais à l'Assemblée nationale, je pouvais plaider mes dossiers un par un. Ça n'a pas nuit. Ce qui a nuit, c'est la concertation habituelle qu'on fait quand on se rencontre sur le territoire. Aller à la rencontre des organismes, ça n'a pas été vraiment possible depuis l'an dernier. Donc, là, on se déconfine tranquillement. Il y aura la fête nationale, je vais être présent. Les marchés publics, les activités extérieures, quelques inaugurations. Donc ça va faire du bien pour moi qui aime beaucoup les gens de la Matapédia. D'ailleurs, si je suis député encore aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la Matapédia parce que le meilleur résultat électoral que j'ai eu depuis que je suis en politique, c'est en 2018. 75 % des Matapédiens et Matapédiennes ont voté pour moi, puis il y avait 6 candidats. Donc, c'est 3 sur 4, c'est énorme. Et c'est la Matapédia qui m'offre le plus beau support. Et je lui rends bien. Je veux que mes efforts et mes résultats soient à la hauteur du très fort appui populaire que j'ai reçu il y a à peine un peu plus de 2 ans. Par la suite, comment entrevois-tu la suite de ton parti, puisqu'il y a 3 députés, en fait, qui ont quitté? Oui, ça arrive dans tous les partis. Hein? Il y en a 3 qui ont quitté à la CAQ aussi. Et puis ça, on n'en parle à peu près jamais. Bien, je dirais que les circonstances sont différentes. La situation du député de Rimouski n'est pas la même que le député de Bonaventure et la députée de Marie-Victoire. En fait, ce qui est important, c'est de juger une formation politique sur ses propos actuels, sur ses projets, sur ses valeurs. Et quand on regarde l'action quotidienne, c'est pas sans raison qu'on relève la pertinence de nos interventions. Dans l'Est du Québec, la première force politique et de loin demeure le Parti québécois. Puis moi, je ne me laisse pas distraire par quoi que ce soit. Je demeure positif, je travaille sur mes dossiers, je plaide pour ma formation politique. D'ailleurs, c'est la première fois en 25 ans qu'on finit notre campagne de financement aussi rapidement au Parti québécois. Ça veut dire qu'il y a 2000 membres, ça veut dire que les gens font des dons. Ça, c'est un signe qui est positif sur la force du Parti québécois dans le comté. Et dans l'Est du Québec, on fait des gains. Je veux dire, les députés de l'Est du Québec, on s'est mis ensemble. C'est un exemple. On a travaillé sur un dossier qui est le remboursement des frais en santé. Quand on doit aller à Québec, par exemple, on s'est rendu compte que la grille pour le kilométrage, les repas, l'hébergement, c'était trop peu. Alors, on a eu ce gain-là collectivement grâce aux députés du Parti québécois de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie. Et c'est en application depuis hier. OK. Donc là, il y a une majoration. Ça, c'est un gain très concret. Donc, on fait des choses pour le monde. Puis il y aura un moment pour juger de mon bilan, puis de juger des candidats et des candidates. Mais ça, c'est à l'automne 2022. Alors, on a le temps de se reparler plusieurs fois avant ça. Moi, je ne suis pas en campagne électorale. Je suis vraiment ancré dans mon action concrète.
Puis, quels sont tes projets à venir pour cet été? Travail. Je prends jamais de vacances. Ça Non. fait plusieurs années que je suis député, c'est reconnu. Ma conjointe me le reproche beaucoup d'ailleurs, mais Sûrement. elle va venir dans la région. D'ailleurs, je suis très fier d'elle, là. Elle a un documentaire qu'elle a produit, en fait, qu'elle a conçu, qui était à TVA, qui s'appelle La dernière maison, qui porte sur l'hébergement des personnes âgées. D'ailleurs, en reprise à TVA, lundi 21h. Vous êtes heureuse de m'entendre dire ça. Elle va venir cet été. Puis notre vie est un peu comme ça. Les gens savent qu'elle habite à Montréal, qu'elle travaille à Québec en bonne partie à Salut Bonjour et que moi, je suis ici. Alors, on est habitués depuis des années à voyager ensemble. Mais pour moi, c'est pas du travail être député d'ensemble, c'est un plaisir. J'adore ça. Je dors 4 heures par nuit depuis des années. J'ai hâte d'être levé pour prendre l'avance sur les autres, envoyer des courriels, faire des retours d'appel. Donc, j'aime ça. J'ai la passion d'être député de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai envie de continuer. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette Ça fait entrevue. plaisir. Donc, bonjour Mathieu. Allô? Comment ça va? Madoff, Mathieu, as-tu une préférence? Pour vrai, j'ai pas de préférence. Tu peux m'appeler Mario. Mario, ça va Julie. être Mario. J'adore. Non, mais pour vrai, Madoff, c'est comme mon nom sur Instagram. Ouais. Mais Mathieu, ça fait. J'ai vu que tu étais en train d'essayer de ravoir le nom de Mathieu Dufour sur Instagram. Ouais, en fait, j'ai été capable. Le gars qui l'avait me l'a comme donné finalement. Puis là, c'est rendu une niaiserie qui va trop loin. C'est rendu une marque de savon. Fait que là, on va faire Oui, des c'est savons. vrai. Ouais, exact. Oui. OK, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu as eu la chance de visiter un peu la vallée quand tu es venu? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce matin, je suis allé au pont couvert. OK, oui. Le il y en a pont deux. Pierre. Beau séjour. J'ai quelqu'un qui me souffle les réponses en arrière de la caméra, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, je suis allé au pont couvert. Fait que, mais non, parce que, tu sais, mettons, on est arrivé. Quand t'es arrivé, il faisait pas vraiment beau. Non. Moi, j'aime ça quand je fais de la route puis je pars en tournée comme arrêté sur la route. Tu sais, on part tout le temps d'avance pour avoir du temps pour arrêter. Mais là, finalement, il faisait comme pas beau. Fait qu'on n'est pas vraiment arrêté. Mais j'étais arrêté à Pointe-au-Père. Pointe-au-Père. Ouais. Puis il y a un de mes amis qui s'appelle Dom Babin, qui est humoriste également, que son père a acheté un camping. Puis il a comme Ok. acheté une boutique souvenir qui était sur le camping en même temps, qui regorgeait de bibelots, de chandails, nanana. Fait que là, ça, c'est tous des beaux chandails. Puis il m'en a donné un. Puis je capote. J'ai mon chandail officiel de Pointe-au-Père. Fait que je suis bien content. Mais Mais j'ai t'es- pas assez visité à mon goût. T'es-tu allé voir le fameux phare? Bon, on est passé à côté. Je l'ai vu, ça me OK, tu suffisait. l'as vu, puis Ouais. là, t'as un polar. Fait. Exactement. On n'avait pas assez de temps pour arrêter puis monter dedans. Je sais pas si on peut faire ça, monter dedans. Oui, avec la COVID, je sais pas si On ils sait font pas. encore, là, mais oui. Mais il peut-être me sur la semble route du que- retour, là, on retourne à Montréal. On retourne à Québec. J'ai des shows en fin de semaine à Ok. Québec, puis on prend la route demain, puis genre, j'ai rien demain à part la route. Fait que notre but, c'est comme d'arrêter un peu. On va aller à Sainte-Luce, on va aller faire Oui. du paddleboard, on va aller manger des fruits de mer. Ouais. Fait qu'on capote. Puis as-tu goûté un peu à des restos d'ici ou t'as vraiment pas eu le temps de manger? Pas tant que ça. Là, il y a une cloche qui sonne. Ouais. Parce qu'on est dans une école secondaire Ouais. en ce moment. Et là, mon Dieu, je m'ennuyais d'entendre la cloche sonner. J'adore. Non, j'ai pas tant goûté au resto que ça. Je me suis levé trop tard un matin. Fait que les déjeuners étaient finis à l'hôtel. Puis j'ai mangé des fruits. Mais non, j'ai pas encore découvert les restos. C'est quoi les bons? Moi, je te dirais que si tu veux un bon classique de Amqui, là, la Cantine Fortier. Cantine Fortier. Cantine Fortier. C'est À prendre en note. Quand je lance des regards comme ça, je regarde Julie, ma directrice de tournée, qui prend tout ça en note. Fait qu'on s'en va à Cantine Fortier, c'est sûr. parfait. Sinon, là, tu me parlais cloche d'école secondaire. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es promené dans l'école. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ben en fait, c'est ça, la salle Jean Cossette où je fais les spectacles est annexée à l'école Ouais. secondaire. Ça, je le savais même pas tant, j'avais comme pas réalisé. Ouais. Puis moi, j'aime ça être un peu tannant dans la vie puis gossant. Fait qu'après-midi, j'étais allé comme crasher l'école secondaire. Fait que j'ai fait un message à l'intercom. Ouais. J'ai dit allô les chums, on s'en vient vous gosser. Fait que je partais avec une trottinette. Je partais avec une trottinette électrique, puis un gros mégaphone qui avait une grosse sirène. Je me suis promené partout dans l'école. Je suis débarqué dans les classes, aller parler aux élèves. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait la remise des diplômes des étudiants de secondaire 5 aussi. Fait Wow. que c'était belle fun, j'ai porté une toche puis tout. Wow. Moi, j'ai pas eu de secondaire 5. J'aurais aimé ça cette année. C'est vrai, hein? T'avoir. C'est-tu ici que tu as étudié? Oui, Ah ouais? exactement, ici. Puis l'année qu'il n'y a pas eu de balle. Fait que avoir ta grosse face. Tu as étudié avec les jumeaux? Oui. les jumeaux Ben Saint-Laurent? oui, je les connais bien. Alexis C'est ça. Mathis. Ben oui. Ils m'ont écrit tantôt aussi pour me dire ah, c'est chiant, toi, on n'a pas eu de balle. J'étais comme bon, Ouais, on s'en c'est reprend ça, les c'est chums. avec eux autres. Exact. Puis comment tu décrirais la vallée? En un mot, mettons. Splendide. Puis un slogan, t'en aurais-tu un pour nous? T'sais, on cherche des idées comme ça pour OK, ça pourrait vendre être la vallée de la Matapédia. là. dans la vallée, oh, oh, la matapédia, da-di-da-da. Je pense que ça serait ça. C'est pas OK. vraiment un slogan, c'est plus un jingle, mais j'irai avec ça, ouais. Ouais. OK, parfait. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton spectacle. T'en as eu un hier. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, ça a full bien été. C'est vraiment le fun. Pour asseoir, à quoi il faut s'attendre?
Ah, quelque chose de différent, tu sais, je fais tout le temps un peu d'improvisation sur Ouais. scène. Ben, j'improvise tout le temps sur scène, fait qu'il faut s'attendre à quelque chose de différent, mais je suis comme tellement content d'être à Amkoui pour venir Mhm. faire des spectacles. Avec l'année qu'on a vécue, tu sais, de ne pas pouvoir rencontrer les gens et tout, ben, je m'amuse vraiment, là, tu sais, je pars sur des chires, on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais on s'attend à avoir du fun et à rire, je pense. Puis, as-tu des projets à venir dans les prochains... J'ai cet ple- été, mettons? Oui, j'ai plein d'affaires à venir cet été. Je commence, j'anime mon premier show de radio. Oui. Fait que à Weekend 99.5, qui est une station de radio à Montréal. Puis, mais les gens peuvent l'écouter partout, là. Il y a une application. Fait que, tu sais, on a fait une émission test il y a 2 semaines. Puis, il y a du monde qui nous écoutait de comme partout, là, genre il y a les îles de la Madeleine, partout. Fait que les gens peuvent écouter en ligne. Fait que j'anime mon premier show de radio. Ça commence comme le 5 juillet. Puis, sinon, ben, plein de projets, là, genre des spectacles, des petits tournages ici, par là. Fait que plein d'affaires. Mais aussi, genre décrocher. Tu sais, vu que c'est comme Oui. l'été qui revient, le déconfinement, ça fait du bien de Mhm. juste comme D'en passer du beau profiter temps aussi et d'en pour profiter. toi, Ouais. Ouais. Exact. J'espère que tu vas être toujours aussi actif sur Instagram. Mais les c'est réseaux sûr que sociaux. oui. On aime ça. C'est sûr que oui, c'est la te base. J'aime suivre. ça, j'adore ça faire ça, fait que j'en fais beaucoup. Bon, ben, tu diras salut à ta colombe. J'y passe la salutation, c'est Je- sûr et certain. Parfait. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes rendus au segment La guerre des poutres. C'est simple, à chaque semaine, nous allons visiter une cantine pour déguster ce bon mets québécois. Pour ensuite de ça, la dernière semaine, répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle est la meilleure poutre matapédienne? Je pense que c'est une question qui mérite qu'on ait une bonne réponse. Donc aujourd'hui, on commence avec notre première poutinerie. On est à la cantine La Paysanne à Val-Brillant. Donc allons goûter cette fameuse poutine. Let's go! Pour ce qui est des ingrédients, le fromage est 100% local. Ils l'achètent à Naturel à Amkoui, ce qui est super bien. Puis pour ce qui est des frites, c'est aussi des frites maison que les employés de la paysanne épluchent. Petit fait intéressant, il faut savoir que la paysanne va déménager, mais elle va quand même rester à Val-Brillant, très près de son lieu d'origine. Il n'y a toujours pas de date au déménagement, mais ça se fera cette année, en 2021. La gérante nous a dit qu'il y avait plein de beaux projets qui s'en venaient. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le segment débat avec Michel Germain. Bonjour Michel, Bonjour, ça va bien? ça va très très bien. Aujourd'hui on va parler de hockey, puis en plus des Canadiens qui sont présentement rendus en demi-finale. Pourrais-tu me dire si lors de la première ronde, avais-tu perdu espoir lorsqu'ils perdaient 3-1 contre les Leafs de Toronto? Pas du tout. Avant que la série commence, j'avais prédit le Canadien en 7. OK. Alors même si c'était venu 3-0 dans la série pour Toronto, moi je fais une prédiction, je colle avec. Mais là, en plus, de la façon dont l'histoire s'est déroulée, Oui. et le Canadien et l'histoire des Maple Leafs de Toronto, qui est un détail qu'il ne fallait pas dédaigner, Ouais. ben, à 3-1, je croyais dur comme fer que le Canadien allait gagner les 3 derniers matchs.
Puis je savais que celui qu'ils étaient le plus susceptible de perdre dans les 3 derniers, c'était la 5e partie, en fait. Et là, c'était allé en prolongation. Ouais. Et il y a eu cette erreur monumentale de Galchenyuk à la ligne bleue qui a donné la rondelle pour une échappée à 2 contre le gardien et Suzuki qui a marqué. Mais je l'ai écrit le lendemain. Cette série-là a pris fin avec le but de Suzuki. Et pourtant, c'était 3-2. Encore pour Toronto. Mais j'étais convaincu que si le Canadien avait à être éliminé, ce ne serait pas dans le match 6, ce ne serait pas dans le match 7. Ça aurait été dans le match 5, puis ils l'ont gagné en surtemps. Alors pour moi, c'était réglé. Le Canadien allait gagner cette série-là, même à 3-1, j'étais convaincu. Parlons de recrues, tu as parlé de Nick Suzuki. Ouais. Que penses-tu de Cole Caulfield? Bien, évidemment, on voit que le talent lui sort par les oreilles. Là. Même les plus jeunes supporters ou admirateurs du Canadien sont à même de constater que c'est un bonhomme extrêmement talentueux qui a des mains, j'oserais dire, des mains magiques, un peu comme Michel Ouellette à l'époque avec l'Océanique. C'était son surnom, les mains magiques. Mais, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un marqueur aussi naturel chez le Canadien. C'était un gros manque. L'année passée, à la fin de la saison, après l'élimination contre les Flyers de Philadelphie, on disait le Canadien est trop petit au centre, ça prend des gros joueurs de centre, on pourrait être plus robuste à la ligne bleue, tout ça, mais pour moi, ce qui était le plus criant, c'est qu'il n'y avait pas de gars qui était capable de la mettre dedans régulièrement. Et à tout moment dans un match. Caulfield, bon, on le voit, c'est spectaculaire, mais il faut dire qu'on le surveille plus parce que c'est un nouveau joueur. Mais c'est le genre de joueur aussi, en saison régulière l'année prochaine, qu'on ne verra pas nécessairement pendant une soirée, puis touc, il va en mettre un, 2 en fin de match et tout ça. Ça s'apprend pas, il faut que ça soit inné, puis il l'a vraiment, lui. Tu penses que sa grandeur pourrait être un problème? C'est contre certaines équipes. Ouais. Parce que, bon, on va être rendu l'an prochain à 32 équipes dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas 32 styles différents, mais il y a des équipes plus robustes que d'autres, qui ont des systèmes basés davantage sur la mise en échec dans le territoire défensif, par exemple. Donc, il pourrait avoir peut-être un peu plus d'ennui avec ce genre d'équipe-là. Mais par contre, les formations qui préconisent un style plus ouvert, ils pourraient leur faire mal. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a 15 ans, 20 ans, ça aurait pu être un handicap. Là. À l'époque, Martin Saint-Louis était peut-être le seul joueur considéré comme petit dans la Ligue nationale, puis il avait beaucoup de succès, de toute façon. Mais là, Caulfield, oui, il est petit, mais il y en a des petits joueurs partout. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit un handicap pour lui, puis il y a tellement de vitesse et un bon coup de patin que ça devrait pas être un problème. Ma prochaine question va du côté de Jake Evans, qui a reçu un solide coup de la part c'est le moins qu'on puisse dire. De Mark Scheifele. Je me demande comment tu as réagi à ça? Ben, moi, j'en revenais pas, évidemment, parce que j'en revenais pas à cause de la situation du jeu et du match. Il reste environ 1 minute, 60 secondes au match. Les Jets perdent par un but. Et très clairement, Scheifele aurait pu essayer d'intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il aurait réussi, mais il n'a jamais joué la rondelle. Il n'a jamais voulu empêcher Evans de marquer. C'est une décision qui, juste là, est vraiment très bizarre. Surtout par un des meilleurs joueurs des Jets. Donc, tu sais, un gars qui est plus robuste ou tout ça aurait pu paniquer. Mais puis tu te dis, ben là, il a perdu les pédales parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais un gars de talent comme Scheifele aurait dû savoir où il était dans l'espace dans le match à ce moment-là. Alors, c'était un coup, évidemment, qui était très, très dur, bien sûr. Puis, j'ai toujours un peu la même réaction quand je vois ça. Moi, pendant 1 seconde ou 2, j'arrête de respirer. Oui. Parce que ce que j'espère, c'est voir le joueur qui est tombé sur la glace bouger juste une main ou... alors, je pense que un peu tout le monde a cette réaction-là. Ouais. Puis, je ne crois pas, parce que j'avais choisi le Canadien en 6 avant le début de la série. Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que l'absence de Scheifele a fait que Winnipeg a perdu. Ils auraient peut-être gagné un match si ça ne s'était pas produit. Peut-être 2, mais je pense pas que ça a eu une influence directe sur le résultat. Sur le nombre de parties, probablement.
mais parce qu'il y a aussi l'effet motivation pour le Canadien qui n'aurait pas été là. S'il n'avait pas posé ce geste-là, ben, les joueurs du tricolore ne se seraient pas mis à jouer pour venger Jack Evans de la bonne façon. Alors, je pense que Winnipeg, si Scheifele ne pose pas ce geste-là, gagne une ou deux parties, mais le Canadien a gagné, puis pour moi, c'était pas une surprise. Je pensais que maintenant, il y a juste eu 4 jours de 4 matchs, en fait, de suspension. Est-ce que tu trouves que c'est pas assez pour le geste qu'il a posé? C'est évident que c'est pas assez, mais ça respecte la convention collective. Puis moi, je trouve qu'une des bizarreries en Amérique, dans le monde du travail, c'est qu'il y ait un syndicat, un syndicat de joueurs, qui représente des joueurs, des personnes qui sont adversaires durant la saison. Alors, vous allez avoir un syndicat dans un hôpital ou tout ça, bien, il y a différents corps de travail, mais tout le monde est pour la même les chose. gens ne travaillent pas un contre l'autre. Non, exactement. Hein? Les médecins ou les infirmières ne travaillent pas contre le préposé au ménage et le préposé à la cuisine ne travaille pas contre. Mais là, on a un syndicat qui doit protéger tous les joueurs, mais ces joueurs-là s'affrontent. Alors, le syndicat a négocié que si on faisait une consultation téléphonique, ça ne pouvait pas être plus que 5 matchs. Et ça, bien, ça a été négocié avant la COVID. Alors, probablement, s'il n'y avait pas eu la COVID, le préfet de discipline aurait pu amener Scheifele et là, aurait pu lui donner 7, 8, 9 matchs, 10 matchs, là, peu importe, de suspension. Mais à cause de la COVID, il ne pouvait pas sortir Scheifele Donc, c'était 5 matchs maximum. Alors, on lui en a donné 4. Moi, dans la Ligue junior majeure du Québec, où je travaille depuis 26 saisons maintenant, j'ai toujours eu le même discours. Un joueur est pénalisé, expulsé d'un match, extrême inconduite pour tentative de blessure. Il ne revient pas tant que sa victime ne revient pas. J'ai eu la même jusqu'à un plafond. Oui. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si le joueur prend sa retraite, bien là, celui qui a commis la faute n'est pas obligé de prendre sa retraite. Mais tu mets un plafond très élevé et si le joueur ne revient pas, c'est... Totalement d'accord. Je trouvais que, justement, Evans, lui, il est toujours pas de retour. Non. Puis il commencera pas contre les Golden Knights. C'est Donc, ça. j'aurais trouvé plate que Scheifele revienne avant le joueur qui l'a blessé. C'est ça. Totalement Puis là, ce qu'on devrait faire, c'est compter, dans cet exemple-là, mais Kadri, qui est un récidiviste du côté de Toronto, puis pas de Toronto, mais il a changé d'équipe, là, mais il a surtout sévi quand il était avec les Maple Leafs, puis Wilson avec Washington. C'est des gars qui recommencent tout le temps. Ça fait que s'il y avait ça qui leur pendait au bout du nez, je pense que ça pourrait les ralentir, ces joueurs-là. Puis là, ben, le décompte se ferait. Scheifele aurait 3 matchs de suspension de purgée et on continue à compter. Tant qu'Evans ne revient pas, on continue à compter jusqu'à, moi, je dirais, un plafond de 25 parties. Oui, ça serait discutable. Je trouve que... Moi, je voterais pour cette nouvelle règle. On est au moins 2. Puis, je poursuivrai avec la série qui s'en vient, les Golden Knights. Tantôt, tu disais que tu faisais des prédictions. En as-tu? Oui, ben oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un des grands plaisirs dans le sport. Puis avec les réseaux sociaux, maintenant, moi, je rigole. Je vais lire les commentaires des pro-Canadiens et des anti-Canadiens et on se lance des affaires. Des fois, je me dis, c'est pas possible, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est la beauté, c'est merveilleux, tu sais. Puis ça coïncide avec la pandémie qui est en train de nous quitter, l'arrivée de l'été. C'est vraiment un beau moment, je trouve. Alors, c'est le fun de faire des prédictions. Puis si on se met le doigt dans l'œil, ben on se le fait mettre sur le nez. Mais je veux dire, quand on ne vaut pas une blague, on ne vaut pas cher, surtout sur une prédiction de hockey. Là. On ne règle pas le sort de la planète quand même là, en se trompant ou en l'ayant sur le nez. Moi, ma prédiction, c'est dans cette série-là, c'est le Canadien en 7. Et la raison principale qui motive cette prédiction-là, c'est la présence de Marc-André Fleury devant le filet des Knights parce que, il a gagné 2 Coupes Stanley, il a eu une carrière extraordinaire. En dehors de la patinoire, c'est un bonhomme éminemment sympathique. Sur la glace aussi, il rit tout le temps, puis tout ça. La question n'est pas là. La question est, quelle est l'équipe qui a été toujours la bête noire de Marc-André Fleury dans la Ligue nationale? C'est les Canadiens de Montréal.
On se rappelle en 2000, je pense en 2010, les Penguins menaient 3-2 dans la série. Puis dans le match 6 et 7, il a concédé 4 buts dans chacune de ces rencontres-là. Et finalement, le Canadien a gagné. C'est un gars qui a joué 42 matchs en carrière contre le Canadien. Il a 22 victoires, 16 défaites, je pense, ou 14 défaites en temps réglementaire et 6 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Donc, ça fait l'équivalent de 50 points sur une possibilité maximale de 84. Ça, c'est pas si mal comme dossier. Mais, moyenne de buts alloués contre le Canadien supérieure à 3, moyenne d'efficacité inférieure à 900 contre le tricolore. Alors, Carey Price va être un élément important, mais je pense que ça va être un élément secondaire. Price n'aura pas à être aussi brillant qu'il l'a été, particulièrement contre Toronto, parce que les Jets l'ont presque pas attaqué. Non, oui. Mais il n'aura pas à être aussi brillant contre Las Vegas à cause, évidemment, de sa défensive, qui est très, très, très solide. Je pense que c'est Fleury qui va flancher encore une fois. Par contre, élément très important, puisqu'on est avant le début de la rencontre, de la série, Petrie ne sera pas là. Oui, exactement. Au moins pour le premier match. Et ça, ben, c'est quand même, je pense, le défenseur numéro 2 du Canadien derrière Shea Weber. Alors ça pourrait avoir une influence parce que les gars de Vegas, et particulièrement les Québécois, à l'avant, vont être très, très, très motivés. Là. Marchessault, Carrier et les autres. Alors on va à surveiller là, dans le camp de Vegas, Toc, qui est un joueur de série, qui est vraiment taillé sur mesure pour les séries. Mais je pense que ça ne sera pas facile, mais que le Canadien devrait gagner un 7e match à Las Vegas. OK. Puis penses-tu que les partisans pourraient influencer? Parce que Las Vegas, les autres, c'est plein, là. Oui. Tandis que Montréal, on est encore à 2500 partisans. Je crois pas tellement à l'intimidation dans les buildings modernes de la Ligue nationale. Aller jouer au Spectrum, évidemment, c'est quelque chose que tu n'as pas connu, là, et vraiment pas, mais aller jouer au Spectrum de Philadelphie ou au Garden de Boston, ou même dans l'ancien Forum à Montréal, ça pouvait être intimidant pour les équipes. Maintenant, les buildings sont modernes, sont ultra modernes, se ressemblent tous. Alors, les foules et les systèmes de son font beaucoup de bruit. Ouais. Parce qu'au Forum, c'était une joueuse d'orgue qui était là. Alors là, c'est des systèmes de son, la musique et tout ça. C'est une forme d'intimidation, mais je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui, les joueurs modernes, et le style des équipes, des équipes comme Philadelphie, comme Boston, puis le Canadien s'était équipé pour faire face à ça là, dans les années 70-80, il n'y en a plus d'équipes de même. Il y a des équipes qui n'ont même pas aucun joueur qui est susceptible de laisser tomber les gants. Alors, l'intimidation, pour moi, si elle n'existe plus sur la patinoire, elle peut encore moins venir des estrades. Hein? Ouais. Parce que ça pouvait arriver dans les années 70-80 que tu craignes un joueur. Parce que c'était sur la glace. Mais même s'ils sont 18 000, ils n'ont pas le droit d'embarquer sur la glace. Ça fait que t'as pas peur, là. Je crois pas que les joueurs soient intimidés. Puis, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils ont à faire que pour Las Vegas, là, qui est 2500 personnes, d'abord, il va y avoir plus que 2500. Ouais, là. Ça va changer. J'ai vu le premier ministre Legault avec un sourire en coin aujourd'hui qui dit on fait des pressions sur le docteur Arruda. Je pense que le docteur Arruda est mieux d'écouter. Je serais très surpris qu'il y ait seulement 2500 personnes au Centre Bell, mais même s'il y en a 10 000 ou 15 000, je pense pas que Las Vegas soit dérangé, puis le Canadien à Vegas non plus. Puis, dans le fond, si je comprends bien, tu penses que la Coupe serait possible cette année? Oui, c'est possible. Il y a deux facteurs. Évidemment, il faut que le Canadien batte Las Vegas, mais il faut que les Islanders battent Tampa. Oui, parce que si c'est Tampa, les chances des Canadiens sont plus faibles. Puis je t'explique mon point de vue là-dessus. Tampa, s'ils gagnent contre les Islanders, parce qu'ils ont déjà perdu le premier match à la maison, s'ils gagnent, ils vont gagner par la peau des dents. Et ça va leur faire assez peur que quand ils vont rentrer en finale contre le Canadien, là, ils vont avoir eu peur contre une équipe qui ressemble beaucoup aux Canadiens. Les Islanders de New York, là, vraiment, c'est l'équipe, dans celle qui reste, qui ressemble le plus aux Canadiens dans sa structure. Alors, ils vont avoir eu peur et là, ils vont prendre le taureau par les cornes. Alors, je pense que Tampa
s'ils veulent gagner la Coupe encore, c'est la série actuelle. C'est la série contre les Islanders qu'ils doivent gagner. Par contre, moi, j'ai choisi les Islanders à 7. OK. Alors, je pense que le Canadien va gagner la Coupe cette année. À ce stade-ci, là, ça me semble évident. Parce que les Islanders, comme je le disais, c'est une équipe qui est structurée comme le Canadien, sauf qu'elle est moins forte devant le but. OK. Alors, c'est ce qui permettrait, je pense, aux Canadiens de gagner également contre les Islanders. Mais contre Tampa Bay, Vasilevski, très solide, peu à côté Carey Price. Alors là, je pense que le Lightning battrait le Canadien en finale, mais ce qu'il faut espérer pour les partisans du Canadien, bien sûr, c'est que les Islanders fassent la job en demi-finale. Oui. Ben, c'est ce qui fait le tour de mes questions. Ben, formidable! J'aimerais te remercier d'être venu et d'être prêté au jeu. Ça a été un plaisir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre segment entrevue décontractée avec Mélanie Fournier. Bonjour Mélanie. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Ça va super bien toi? Super bien. Aujourd'hui on va parler de yoga un peu puisque tu enseignes le yoga. Depuis combien de temps maintenant? Ben c'est ma 5e année que j'entreprends dans la vallée. Fait que les années passent vite, mais c'est ça. Toujours autant de plaisir à l'enseigner et à le partager. Puis comment t'es venue cette passion-là? Est-ce que ça date de longtemps? Et ciel, ben je te dirais à partir de mes grossesses, à partir de ma 2e grossesse, j'ai commencé à faire un peu de yoga. Fait que là, ça date de 2003 quand même. Mais tu sais, j'en faisais pas tant assidûment. Puis après ça, tranquillement, je l'ai intégré de plus en plus à faire des cours. Moi ici, c'est Jacinthe Pelletier qui m'a donné des cours de yoga. J'ai commencé par le Fini Yoga. Après ça, j'ai découvert différents styles. Puis là, ça m'intéressait pas juste d'en faire sur mon tapis, mais vraiment de connaître cette philosophie-là. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Puis c'est ça, donc, de quoi ça parlait? Fait que là, est arrivé les formations. Ouais. J'ai commencé des formations en 2015. Puis là, écoute, c'est comme une source inépuisable. Les formations, il y en a tout le temps. J'ai encore autant cette même soif d'en apprendre parce qu'à toutes les fois, j'ai l'impression que j'en apprends. Mais en même temps, c'est comme, mais je sais tellement rien encore. Fait que c'est comme, Inassouvi. C'est ça, inassouvi continuellement. Fait que je suis tout le temps un peu en formation pour apprendre des nouvelles choses et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est pointé dans ma vie. Puis là, quand je faisais mes formations, en fait, la première, entre autres, je savais pas nécessairement si j'allais enseigner, si j'allais transmettre. Mais j'ai eu une classe de cobaye pour commencer, est-ce que j'en donnais gratuitement. Puis là, les gens, est-ce que tu vas en faire à l'hiver? Parce que c'était à l'automne. Fait que là, je dis, écoutez, on dirait que je sais pas, mais on dirait que je pourrais pas en donner. C'était comme là, puis j'avais envie, cette envie-là, en fait, de semer, puis de transmettre, puis de partager cette philosophie-là. C'est vraiment ça qui m'allume, puis qui m'allume encore, là, d'ailleurs. C'est bon, ça. Puis pourquoi on devrait faire du yoga, en fait? Qu'est-ce qui est bon pour notre corps, notre esprit? Écoute, plein de raisons, Raphaël. Il y en a plusieurs, hein? Plusieurs. C'est ça qu'on voit souvent généralement, tu sais, ça calme, ça peut diminuer l'anxiété, le stress, ça travaille beaucoup le corps et tout ça. Mais je dirais que le yoga, pour moi, là, c'est une philosophie de vie. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, je dis pour moi, là, pas dans le sens moi, là, mais la façon dont je le vois, c'est une discipline qui est une philosophie de vie. Donc, qu'est-ce que ça comprend, cette philosophie-là? Il y a une partie qui est beaucoup du développement, du travail personnel sur soi, tu sais, comment agir en société, en interaction avec les autres, comment agir avec soi-même aussi, tu sais, la bienveillance, pas juste envers les autres, mais envers soi aussi. Fait qu'il y a ces racines-là. Puis ensuite, il y a tout l'aspect du corps. Hein. Souvent, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit, les super posts Instagram, Facebook, des jambes en arrière de la tête. Bon, ça, c'est une partie, la souplesse puis le corps. Mais il faut savoir qu'à l'origine de yoga, et les postures, en fait, sont arrivées pour permettre au corps qu'il soit assez fort physiquement pour pouvoir méditer pendant des heures. OK. Fait que, tu sais, on fait des postures, puis là, je trouve ça bien beau, bien chouette d'être super souple. Oui, c'est une chose parce que ça garde le corps dans une bonne condition, mais c'est aussi pour développer éventuellement une capacité d'être assis longtemps pour méditer. Fait que vient à ça, donc, le corps. Fait qu'on travaille le corps en souplesse et en force également.
Puis après ça, ben, tout l'aspect de la respiration également. Comment apprendre à mieux respirer. Fait que là, bien évidemment, ça découle tous des bienfaits sur le stress, c'est ça, sur l'anxiété, comme je disais tantôt, tu sais, la détente, la concentration, le focus, tout. Puis après ça, ben, on s'en va plus dans les étapes vers la méditation. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve, une discipline globale qui renforce le corps, qui assouplit le corps, qui nous permet de vieillir aussi en meilleure santé, en meilleure forme. Là, quand on est une jeune, ça, on n'y pense tellement pas. Mais quand on vieillit, tu sais, puis qu'on regarde des fois des gens plus âgés ou nos grands-parents, puis là, tu sais, qui font juste se lever puis qui ont de la difficulté, bien, ça nous permet aussi ça, tu sais, de rester plus longtemps autonome dans notre corps, plus à l'aise également physiquement. Puis est-ce que je me trompe si je dis que le yoga peut être bénéfique aussi si on fait un autre sport? Ah, ben oui. Ça peut nous aider si on cumule les deux? Oui, effectivement, c'est toujours un beau complément. Tu sais, parce que dans les disciplines, souvent, on va être concentré sur une partie du corps. Je donne un exemple, tu sais, du patinage de vitesse. Ben, c'est très physiquement demandant pour les jambes, mais c'est beaucoup cette partie-là, le dos, nécessairement parce qu'on patine beaucoup penché. Je dis qu'on, je patine pas. Qu'il patine. Donc, d'aller en complément avec du yoga, ben là, qui va venir travailler de la tête aux pieds, ça va être vraiment intéressant. Fait que même affaire, du volleyball, on est beaucoup dans le haut du corps et tout. Ben là, d'aller, ça vient apporter dans le fond un équilibre sur tout le corps en entier, là, vraiment de la tête aux pieds. C'est intéressant. Puis, est-ce que je me trompe si je dis aussi qu'il faut être flexible pour faire du yoga? Parce que c'est un mythe qu'on entend beaucoup. C'est un grand mythe. Puis c'est la première réponse que les gens vont me dire. Ouais. Ah, moi, je fais pas du yoga parce que je suis pas sûre. Ben justement, je dis justement parce que t'es pas sûre. Tu devrais en faire. Du yoga. Mais tu sais, il faut savoir que c'est pas un prérequis. La souplesse, ça se développe. Ça développe plus rapidement qu'on pense également. Puis tu sais, on travaille pas juste en souplesse en yoga. Tu sais, moi, je me suis fait mes premières formations, quand on commence avec des groupes de débutants, ce qu'on leur dit, c'est on travaille la force des jambes. On n'est pas en train de leur dire on travaille la flexibilité des jambes. Non, On travaille la force des jambes parce que c'est des gros groupes musculaires. On va chercher une stabilité dans le corps et tout ça. Puis on va travailler nécessairement la flexibilité, mais c'est un des aspects. Ça, je dirais, c'est probablement tout l'aspect marketing, photo qu'on voit beaucoup, souvent des gens excessivement souples. Puis souvent, pour le commun des mortels, ben ça fait peur, ça, parce que chez nous, dans notre salon, c'est pas vrai nécessairement qu'on est capable de monter la tête, descendre la tête aux pieds, peu importe, qu'on soit jeune ou moins jeune. Fait que c'est ça. Faut pas s'arrêter avec cette image-là, surtout pas. L'idéal, c'est de commencer avec un cours de débutant, après ça, on évolue. C'est ça. Aurais-tu des conseils pour le monde qui désire commencer le yoga? Ben, je pense de suivre des cours. Je pense que c'est un premier pas vers ça. C'est sûr qu'il y a de nos jours, puis de plus en plus avec la pandémie, ça a donné lieu à une panoplie de vidéos en ligne, gratuits et non gratuits aussi, là. Certaines plateformes québécoises, américaines, françaises, peu importe. Ça peut être aussi une façon de s'initier. YouTube, il y a également plein de vidéos par lesquelles on peut commencer. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut être certaine, une personne qui veut être certaine de son alignement, de comment elle fait la posture, ben c'est évident que je recommanderais plus de suivre un cours en présence d'un professeur. À ce moment-là, le professeur, un jour, on va pouvoir refaire des manipulations, là. Mais au moins que le professeur puisse dire, ben tu sais, ici, change ton pied, change l'angle de ton pied, active le muscle de ta cuisse. Fait que tu sais, honnêtement, je recommande plus un cours en personne. Puis après ça, ben, déjà avec une bonne base, ben, la personne peut choisir de cheminer par elle-même. À la maison? Oui, à la maison. Tu sais, on n'est pas obligé de toujours suivre les cours en classe, je te le dirais. Mais au début, ça nous apporte une belle base. Pour commencer. Puis combien de fois environ par semaine faut faire du yoga pour ressentir des effets ou... Ben, on ressent des effets, en tout cas, déjà après une séance on se sent déjà comme mieux. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à en faire, en fait, tu sais, je sortais de mon tapis, puis je me sentais, moi j'aime beaucoup le mot liberté, le mot joie, légère. Tu sais, je me sentais comme ça, libre, légère. Puis je me disais, si tout le monde pouvait juste toucher, tu sais, à mon tapis, ou juste que je pourrais leur transmettre ce sentiment-là après une séance de yoga, je pense que là, tout le monde serait déjà convaincu, tu sais. Fait que déjà, une séance, c'est déjà bien. Mais c'est sûr que c'est comme dans toute chose, si quelqu'un veut
améliorer sa force, améliorer sa souplesse, s'en aller vers d'autres niveaux de posture. C'est pas une obligation, mais si on veut tranquillement aller vers des postures intermédiaires, ben il faut pratiquer quelques fois par semaine. Ouais. C'est des 2-3 heures. Mais des fois, juste, j'ai des élèves à qui ils me disent, ben là, on se claque pas nécessairement une heure de yoga tous les jours, là, mais déjà un petit 15 minutes le matin, faire des salutations au soleil, ça déverrouille le corps. J'ai peut-être une dizaine de salutations au soleil, qui est une série assez complète ensemble pour le corps. Ben déjà ça, c'est comme super bien. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, la fréquence, c'est sûr qu'on peut en faire à tous les jours si on veut, mais c'est comme toute chose, faut respecter notre corps aussi, il faut respecter nos limites. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire un yoga super intense non plus toujours tous les jours. Il y a des yogas plus doux, des yogas plus intenses. Fait que c'est de trouver au moment ce qui nous convient à ce moment-là. Puis la fréquence dans la journée, mettons, est-ce que c'est mieux le matin, le soir avant d'aller se coucher? Est-ce qu'il y a Ça dépend du style de yoga que tu vas faire. Okay. Je te dirais que si tu le fais le matin, ben, idéalement avant le déjeuner, parce que si tu te ramasses avec la tête en bas, le chien tête en bas, ton déjeuner risque de moins aimer ça. Fait que ça, le matin, donc ça pourrait être une séance un peu plus dynamique, on va dire ça comme ça. Par contre, si tu en vas le faire en soirée, 1h30, 2 heures après avoir mangé, puis que tu sais que tu t'en vas te coucher peut-être 1h30, 2 heures après, ben de faire une pratique très active, ben là, ça l'aidera pas au sommeil. Tu sais, c'est un peu... probablement tu sais, là, tu es une sportive, mais si tu vas t'entraîner en soirée, tu vas revenir. C'est sur l'adrénaline encore, ouais. Ça n'a pas envie de te coucher. Non. Fait que là, c'est ça. Fait que je te dirais, c'est selon de choisir le type de pratique que tu veux faire. Il n'y a rien qu'empêche que tu fasses une belle pratique, vraiment plus en yin qu'on appelle, détente, en fin de soirée. Ça n'arrivera pas du tout à ton sommeil. Sinon, ben, dans le jour, tous les moments sont bons. Faire du yoga. Traditionnellement, c'est souvent tôt le matin, à jeun, avant le déjeuner. Est-ce que moi, dans ma vie de famille, tout ça fait tout le temps? Non. Non, sûrement pas. C'est un peu aléatoire, puis au gré des semaines également. Fait que j'accueille ça aussi. Personnellement, là, je suis pas très, comment je dirais, très ferme et tout ça. Là, je me permets cette légèreté-là, puis cette souplesse-là d'esprit également. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on parle des événements à venir pour toi. Il y en a quand même plusieurs qui se sont ajoutés à ton horaire. Est-ce qu'avant, avec la COVID, tu en as eu aussi ou c'est plus là puisque les mesures commencent à se ramollir un peu? Ben, en fait, tu vois, tout l'automne, on n'a pas enseigné ici. On était chanceux, là. J'étais chanceuse parce que j'ai pu être en présentiel. Comme je terminais mes cours, je pense que la semaine d'après, c'était plus possible. Fait que j'ai pu faire ma session d'automne de façon complète. Pour l'hiver, ça n'a pas été le cas. Fait que j'ai fait comme 2 mois en ligne, une janvier, février, puis une autre dernièrement en mai. Puis là, j'ai racheté des événements ponctuels, donc des séances ponctuelles, parce que j'aime ça l'été. En tout cas, moi, je suis comme ça, là, mais je pense que pas mal tout le monde est comme ça l'été. Je pense pas que les gens s'engageraient à une session pendant 10 semaines. Il y a les vacances au travers de ça. Puis on est moins planifié un peu l'été. Des fois, c'est plus difficile d'avoir un horaire fixe. Tellement. Tu sais, une journée, tu avais prévu, t'as un cours, mais là, t'es en train de te baigner, ça te tente pas de sortir. Non, c'est ça. Fait que l'été, là, l'année passée, j'ai commencé ça, j'appelais ça les yoga nomades. Fait que je me promène sur le territoire aussi. Je vais être à Causable, je vais être à Amkoui, je vais même aller dans le coin de Val-Brillant. Puis c'est ponctuel. Fait que pas d'inscription, les gens arrivent, ils mettent l'argent dans un pot, puis c'est comme ça que ça se règle. Fait que c'est ça. Fait que ça donne un petit peu une idée de ce que j'ai fait pendant l'année. Puis là, ben maintenant, je l'ai même pas dit à ma page Facebook. Grosse primeur aujourd'hui. Non, mais je quitte mon emploi. Ça fait, après 5 ans, là, j'ai décidé d'essayer de voir ce que le yoga, méditation, bien-être et te concentrer plus sur ça maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui m'attend pour les prochaines semaines, les prochains mois. Fait qu'assez, il y aura probablement d'autres choses aussi, du projet, des ateliers, tout ça. Sinon, pour les événements qui sont vraiment tout faits, il y a lundi. Le 21, qui est la Journée internationale du yoga. Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est une journée qui a été établie par l'ONU en 2014. Donc, c'est la 7e année. C'est ça. 7e année. Je pense que oui. Ça consiste à faire donc 108 salutations au soleil. OK. C'est au parc Pierre et Maurice Gagné, juste ici, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est au parc à l'Agora. Puis d'année en année, je pense que la première année, on était moins de 10. Les années d'après, ça a toujours monté. L'année passée, on était proche d'une 30aine.
Fait que puis on vire en zone verte lundi prochain. Aussi. Dans le fond, on pourrait être jusqu'à 50. Je ne sais pas si on sera 50, mais peu importe. C'est toujours agréable de pouvoir le faire avec plein de gens. Puis on peut faire les 108, évidemment, mais on n'est pas obligé non plus. Je veux dire, si on en fait 10, puis on repart, c'est correct aussi. L'important, toujours de respecter notre corps, comment on se sent au niveau d'énergie, physiquement également. Fait que ça commence à 6 heures dès lundi. Puis normalement, je dirais que c'est un bon 2 heures quand même. OK. C'est une bonne pratique pour le corps. Toi, tu fais les 108, là. Oui. OK. J'ai une animatrice qui s'appelle Audrey Cavana, qui a fait sa formation. Elle se fait quelques années. Puis ça fait sa 3e année qu'elle anime avec moi. Fait qu'au moins, elle en guide, avait en guidé la moitié, mais je l'ai fait pareil. Là. OK. On fait les 108 avec tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, le 24 juin, ouais. donc c'est pas à l'auberge, mais au parc La Pointe à Pause-Amicale. Donc c'est un yoga parents-enfants. Ça, c'est vraiment le comité des loisirs, je dis comité, en tout cas, la Corporation des loisirs de Pause-Amicale qui prend en charge des inscriptions. C'est gratuit, c'est offert par eux. Fait que si on veut s'inscrire, on va sur leur page, on a un formulaire à remplir, c'est déjà les inscriptions. Puis sinon, après ça, il y a le 10 juillet. J'espère que je ne me trompe pas tant. En tout cas, c'est le samedi. Il me semble que le 9, c'est le vendredi. Fait que le 10 juillet au matin, on ne l'a pas encore annoncé non plus sur Facebook, mais Jackie Gastonguay et moi, on prépare un événement. Dans le fond, ça va être une randonnée dans le parc dans la Seigneurie, les 3 heures, puis avec des petits points de méditation à travers ça. Fait que c'est ça, tout le monde a avec ça. Puis c'est ça, dans les prochaines semaines, il va y avoir à peu près, je dirais, 2 séances par semaine de yoga ou de méditation. J'en ai qui sont même à 6 heures le matin, juste ici à l'Agora. J'en ai en soirée également. Là. C'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour la période estivale. Ben, c'est des super beaux projets. Merci encore d'avoir accepté l'entrevue. Puis ben, je te souhaite d'avoir plein de beaux mondes qui vont venir participer à tous ces projets. Ben, merci Raphaël, c'est un plaisir d'être avec toi. Bienvenue au Topo Quoi faire en fin de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve au parc de la Seigneurie, dans la vallée de la Matapédia. Puis aujourd'hui, on est venu faire une randonnée en forêt qui se nomme le lac caché. Ouais, il n'est pas si caché que ça, il y a des flèches, des indications partout. Ouais. Mais pour vous situer, c'est où, pour ceux qui sont habitués du site, c'est au dépôt à Soucy, près du sentier des 3 Sœurs. Pour se rendre, c'est assez simple, par Amqui, c'est en passant par le rang qui mène au camp Sable Chaud, et par Sébec, c'est en allant vers la baie de Charlie. Oui, exactement. On retrouve ici des randonnées pédestres, mais aussi des randonnées à vélo. Donc, vous pouvez faire les deux. Il y a tout plein de sentiers de disponibles. À différents niveaux, faciles et intermédiaires. Oui. Bon, on prêt? essaie de le trouver, ce lac-là. Allons-y! Let's go! C'est déjà la fin de l'émission, malheureusement. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent. On se dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez la regarder en intégrale sur nos plateformes ainsi que par segment.